remercie de votre présence, d'assister à ce séminaire, qui est donc un séminaire conjoint entre le Centre de recherche critique sur le droit, le CERCRID, de l'Université de Saint-Étienne et de Lyon, ici, nous sommes à Lyon physiquement, et conjoint avec l'Institut de droit de l'environnement. Donc je suis ravi d'organiser ce séminaire avec Rémi Dufal, qui en est le directeur adjoint avec Philippe Billet, professeur Philippe Billet, qui lui ne pouvait pas venir aujourd'hui, hélas. Et donc moi je suis Benoît Schmaltz et avec Grégory Blay, je suis responsable du séminaire général du CERCRID. Aujourd'hui nous accueillons Grégory Salle, qui est un sociologue de l'Université de Lille, du laboratoire CLERC, et qui travaille sur la protection de l'environnement depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, du coup on en discutait un peu moins, et qui a longtemps travaillé sur le milieu carcéral ou les systèmes pénitentiaires. Donc beaucoup de ses travaux sur lesquels il reviendra peut-être rapidement. Et comme discutante, nous aurons Élise Letouzé, notre collègue stéphanoise de droit pénal, ce qui permettra une discussion que je crois particulièrement riche, du moins que j'espère particulièrement riche, donc ça, parfait. Je vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je vais passer la parole à Grégory pour sa présentation, qui peut prendre le temps qu'il souhaite, et puis on engagera la discussion. J'invite tout le participants en ligne à poser leurs questions directement dans le chat, si vous pouvez, ou à lever la main ou signaler que vous voulez poser une question. Et puis comme ça, on pourra y revenir au fur et à mesure. Et ici, voilà, les questions de compréhension, on peut interrompre l'intervenant, hein, puisqu'il l'a proposé lui-même. Et c'est parti, alors. Merci, c'est juste que par effet de position, il va falloir que j'ai une vision panoramique pas évidente, mais je vais essayer de me débrouiller. Bonjour. Voilà. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence réelle ou virtuelle. Je vais essayer de parler bien distinctement parce que je sais qu'en visio, voilà, c'est difficile de maintenir une attention pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et donc ce sera mon défi de réussir à faire ça. Je vous remercie d'autant plus de cette invitation que c'est un livre qui commence à être un peu ancien, puisqu'il est sorti il y a plus de 3 ans, mais ça me permet justement de ne pas me focaliser uniquement sur le contenu, même si je vais vous donner un peu quelques éléments, mais ça me permet aussi de vous parler à la fois d'un peu du contexte et puis de la réception du livre. Hein. Je vais même en fait commencer par là, je vais pas suivre l'ordre linéaire et commencer par là pour déjà suggérer quelques points de discussion et prolongement possibles. Et alors, si je vous parle de la réception de ce livre, c'est qu'elle est un peu bizarre, la réception de enfin, elle me semble un peu curieuse, un peu inégale. Pour être tout à fait honnête avec vous, je craignais la sursollicitation, en fait, quand le livre est sorti. Alors, il est ici, je crois qu'il circule. Donc, qu'est-ce que le crime environnemental? Il y a un accès à... je craignais la sursollicitation parce qu'il me semblait que les ingrédients étaient réunis là-dessus. Le livre sort début 2022, donc ça veut dire qu'on est quelques mois après la loi climat et résilience d'août 2021 et du débat dont évidemment vous vous souvenez certainement autour de l'inscription fort discutée d'une infraction d'écocide en droit français, donc finalement rentré dans le code de l'environnement, avec tout le débat en particulier sur la qualification comme délictuelle ou criminelle de l'écocide. Et donc ça avait été quand même un débat visible qui avait dépassé le cercle restreint des spécialistes. Donc c'était, voilà, 6 mois après, c'était quand même relativement frais. Le livre sort aux éditions du Seuil, donc un gros éditeur commercial, dans une collection Anthropocène qui s'appelle Écocène maintenant, mais une collection reconnue. La couverture me semblait accrocheuse, c'est mon idée, ne soyez pas trop critiques, mais voilà, qui attrapait une image d'Interpol qui nous a rien fait payer, je crois. Le thème aussi, pour l'anecdote, mais quand même c'était la première fois que je signais, parce que c'est le Seuil, vous voyez, c'est une grande maison, donc j'avais signé des exemplaires, envoyé à des journalistes, etc. Bon, et en plus est sorti en même temps, mais littéralement à quelques jours près, le livre de Michael Correia que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Criminel climatique. Et on avait l'avantage, même si avec un hasard de calendrier, que ces deux livres qui sont, à mon avis, tout à fait complémentaires, enfin à la fois très différents dans leur approche, mais tout à fait complémentaires. Et donc, en gros, je me voyais déjà refuser les invitations à BFM TV. Et en fait, pas du tout. Ça a été assez calme, et même, j'allais dire, de manière, d'une certaine manière, étonnamment calme sur des supports sensibles
à la cause environnementale qui sont passés à côté. Bon. Et à l'inverse, de manière qui m'a un peu surprise, j'ai été contacté, j'ai eu 2, 3 contacts un peu officiels. Par exemple, j'avais été contacté par l'Institut français du ministère des Affaires étrangères pour faire la tournée, puis finalement, plus de nouvelles. J'avais été contacté par la branche recherche de l'ONU DC, drogue et crimes. Mais là aussi, ça va pas donner de suite. Bon, un peu curieux dans les médias. Et en même temps, c'est un livre qui a une certaine durée de vie. La preuve, puisque bah, on continue quand même à m'en parler, ça suscite des discussions qui sont toujours intéressantes et fructueuses, la preuve aussi. Et donc, bon, finalement, c'est plutôt sympathique. Mais pour tout vous dire, ça ne sortira pas en poche, ce que je regrette parce que ça me permettrait de non seulement d'actualiser, mais aussi de corriger, quoi, de tenir compte de critiques qu'on a pu me faire dans des recensions, des choses comme ça. Et je trouve que la version poche, c'est le moment d'essayer de faire ça. Mais les ventes sont trop faibles en fait. Hein. C'est pas très bien vendu. Et donc, ben, les critiques qu'on me fait, je peux essayer d'en tirer parti dans mon travail ultérieur, mais pas dans la version de ce livre, sauf succès tardif. Bon. Alors, c'est peut-être parce que ce livre a une sorte de type un peu hybride et aussi tous les défauts du genre. Pour bien faire, je dis ça notamment à destination des doctorantes et doctorants, pour pas faire comme moi, normalement, pour faire les choses bien, il aurait fallu que je fasse d'abord mes preuves sur le plan universitaire, c'est-à-dire que je fasse une enquête de terrain ou une monographie, etc. Et puis seulement après, dans un deuxième temps, que je tente un livre plus général destiné à un public élargi. Et en fait, avec ce livre-là, j'ai complètement brûlé les étapes, où j'ai fait les choses à l'envers, bon, pour plusieurs raisons, mais dont le fait que à ce moment-là, donc quand je réfléchis au livre vers, on va dire 2017-2018, quelque chose comme ça, le problème que je vois en lisant les travaux anglophones, etc., c'est que c'est moins un problème qui est strictement sociologique qu'une sorte de problème théorico-politique, en fait. C'est pour ça que je me dis qu'il faudrait tenter plutôt un livre qui a un format un peu hybride, un peu comme le livre de Razmik Kecheyan que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La nature est un champ de bataille, voilà, qui est pas non plus ni une monographie ni une enquête de terrain, mais qui essaye de poser un certain nombre de problèmes. Et donc, un livre qui est pas un livre de recherche, je me permets que ce soit un livre de recherche, c'est-à-dire je ne crée pas de données, je n'exploite même pas des données de manière systématique, mais qui est pas non plus un essai au sens strict du terme, où il y a vraiment aucune contrainte bibliographique, où on est libre de toute contrainte rédactionnelle ou bibliographique. Donc, c'est pas tout à fait ça, et c'est un livre qui tient à la fois de la synthèse, de l'interprétation, de l'introduction à un courant anglophone méconnu sur lequel je vais pas m'attarder, la green criminology, mais on peut en discuter si vous voulez, de l'intervention dans l'espace public, bon voilà. Donc ça fait un ensemble qui est un peu baroque, un peu bancal, qui a l'avantage peut-être de pouvoir intéresser parce que justement il attrape l'objet par différents bouts et donc selon ses propres préoccupations on peut trouver telle ou telle partie intéressante. Mais c'est vrai qu'il y a un côté éventuellement un peu baroque de l'ensemble. Alors pour l'expliquer, il faut revenir un peu sur l'origine ou l'ambition de ce travail-là. Et c'était avant, en fait, quand je me dis qu'il faudrait faire ça, c'est avant des travaux récents sur la police de l'environnement, sur la judiciarisation des conflits environnementaux, etc., ou en France, là, qui se passe maintenant. Et où, en fait, à part du côté du droit de l'environnement, il y a, en fait, pas grand-chose. Il y a des choses, mais pas grand-chose. Alors l'enjeu du livre, c'est quoi? C'est d'essayer de reformuler ou de reproblématiser une question qui me paraît pas tout à fait mal posée, ou en tout cas de déplacer la manière de se questionner sur la question, de se questionner tout court, questionner sur la question, de se questionner sur le sujet. Il me semblait que la manière de me poser le problème généralement, c'était très classiquement quelque chose comme comment évolue la criminalité environnementale, comment expliquer sa hausse supposée et plus encore sa hausse spectaculaire, en creux, c'est-à-dire explicitement ou implicitement, comment la juguler plus efficacement, etc. Et mon idée, c'était plutôt de dire, bah non, il faudra essayer de revenir un peu aux fondamentaux des sciences sociales, et à des fondamentaux d'ailleurs très différents, c'est-à-dire on peut placer d'une certaine manière l'inspiration un peu générale sous des auteurs qui en fait n'ont pas grand-chose à voir. Pour vous en donner trois, il y a autant l'esprit, alors très modestement je vous dis ça, hein, c'est juste pour vous donner les choses un peu
cadrage, voilà. On peut aller chercher du côté d'Émile Durkheim, quoi, la conception très classique. D'ailleurs, c'est pour ça que le livre utilise crime dans le titre, plutôt que criminalité, par exemple. Donc, Émile Durkheim, on peut aller chercher chez Edwin Sutherland, donc le créateur de l'expression de white collar crime, délinquance en col blanc, un des rares sociologues quand même qui a créé une sorte de concept qui est devenu une sorte d'expression courante dans le débat public. Et Sutherland, c'est pas du tout Durkheim, enfin c'est pas très différent. Ou bien de l'historien Edward Thompson dans ses travaux sur les luttes autour des enclosures. Là aussi, très différent et de Sutherland et de Durkheim. Mais voilà, un certain nombre d'inspirations qui font que les questions étaient plutôt celles-ci. Première question, qu'est-ce qu'on désigne par délinquance écologique, criminalité environnementale, écocriminalité, etc. et toutes ces expressions-là, socialement et juridiquement, je vais revenir là-dessus, dans une société donnée, donc vraiment une position très très science sociale, on prend du recul et on essaye de regarder notre société comme si on appartenait non seulement à une société extérieure, mais presque à une planète extérieure. On regarde, tiens, dans cette société, qu'est-ce qu'ils appellent criminalité environnementale? Bon. Deuxième pan, quels sont les effets de pouvoir suscités ou emportés par cette catégorie de criminalité environnementale? C'est quoi les effets de pouvoir qui viennent dans ces termes-là et dans ce que ça désigne? Et puis une sorte de troisième pan qui est, j'allais dire conjoncturel, mais comme c'est un changement d'époque, le terme convient pas tellement en fait, c'est plutôt lié à une époque ou à une nouvelle ère. C'est si on se place du point de vue des débats relatifs à l'Anthropocène et si je prends une échelle de temps plus resserrée à la grande accélération du XXe siècle, ce sont des questions qui se posent à nouveau frais puisque si on est sérieux ben, en fait on est dans une époque qui bouleverse tous les principes directeurs de la modernité et qui rendent particulièrement incertain le partage entre ce qui est légitime et ce qui est illégitime, et ce qui doit l'être d'un point de vue normatif, ce qui est acceptable et inacceptable, normal et pathologique, etc. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où, sans doute de manière inédite, des comportements qui étaient jusque-là considérés comme anodins, voire dans certains cas valorisés, signe de réussite sociale, comme prendre l'avion par exemple, sont devenus problématiques, peut-être condamnables, et si condamnables, est-ce qu'ils le sont que moralement ou aussi juridiquement, etc. Bon. Et donc, en posant la question comme ça, c'était une manière pour moi d'essayer de rouvrir une discussion qui pouvait sembler spécialisée et sectorielle, c'est-à-dire limitée à des gens qui s'intéresseraient aux infractions, aux règles environnementales, comme un ensemble de comportements qui seraient certes pratiquement difficiles à appréhender, parce que un peu cachés, avec des formes de clandestinité, pas faciles à mesurer, etc., mais qui seraient quand même théoriquement bien cernés. Et en fait, c'était d'essayer de montrer que rien n'est moins sûr. Bon. Plus précisément, l'idée c'était de s'opposer à une lecture dominante à l'époque et qui me semble toujours dominante aujourd'hui. Alors c'est pas de manière forcément toujours écrasante et on peut trouver des exceptions, mais quand même je pense que le mot dominante n'est pas trop fort, qui est de dire la criminalité environnementale, pour prendre ce terme générique sur lequel je vais revenir, et plus généralement les formes de délinquance liées à l'environnement. Et la hausse de ce phénomène-là s'explique par un écart entre une perspective de profit élevé et un risque de sanction faible. Et dans la littérature anglophone, et particulièrement dans la littérature institutionnelle anglophone, celle produite par les institutions internationales, c'est vraiment ça, pour le dire un peu vite, la lecture générale. Voilà des gens, des acteurs qui peuvent espérer des gains tout à fait substantiels en sachant qu'ils ont très peu de chances d'être punis. Bon. Et il me semblait que cette lecture, c'est pas qu'elle était exactement fausse, mais elle devait être placée dans un ensemble explicatif plus large. Et donc plus précisément, c'est là que on est dans le centre de critique du droit. Ma cible était ce qu'on peut appeler le légalisme ou le juridisme, dont j'essayais de donner une définition en quelque sorte intermédiaire, c'est-à-dire pas la stricte définition commune du dictionnaire, qui, si vous regardez légalisme, c'est simplement l'idée on suit scrupuleusement les règles de droit, etc. Pas non plus une définition très élargie comme celle de Pierre Bourdieu, par exemple, qui a une définition dans certains textes du juridisme qui est beaucoup plus large et qui se réfère même à l'ethnologie, etc. Mais une sorte de définition intermédiaire qui dit que le légalisme ou le juridisme que j'employais de manière indistincte, c'est une approche qui se réfère aux normes en vigueur sans questionner deux choses ou sans s'arrêter sur deux aspects. Premier aspect, c'est les conditions de production des lois
Voilà, qui a produit les lois, comment, à partir de quel rapport de force, dans quelles instances, dans quelles arènes, etc. Et deuxième pan, sur leur bien fondé, donc un plan descriptif, conditions de production, et un plan normatif, le bien fondé, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont bien raisonnables, ces lois, est-ce qu'elles sont aussi rationnelles qu'elles en ont l'air, etc. Donc voilà, c'était d'essayer de faire ça et de prendre les règles juridiques existantes ou les règles normatives plus largement, réglementaires par exemple, plus largement, pas seulement comme point de départ et surtout pas comme postulat inquestionné, mais comme objet. Et par exemple, le livre partait de la directive européenne de 2008, qui a été révisée l'année passée, mais c'était pas pour en faire justement un point de départ sur lequel je revenais pas, mais c'était pour essayer de la décortiquer et en essayant de montrer ce qu'avait de faussement évident tout un tas de formulations qui, si on les lit comme ça, paraissent tout à fait raisonnables et voilà une lecture un peu cursive fait qu'on ça paraît parfaitement bien établi. Et puis en fait, si on s'y arrête un peu, on voit qu'il y a plein de petits trous ou des choses pas si évidentes que ça, et c'était un petit peu l'idée. Et notamment un point qui a l'air tout bête, mais qui en fait dans des documents institutionnels et dans les traductions internationales a des effets importants. Je vais pas m'y arrêter, mais on peut en discuter. C'est qu'en fait, il y a des termes qui sont formellement les mêmes en anglais et en français, c'est-à-dire littéralement les mots sont les mêmes. Mais en fait, c'est une homologie qui est formelle, mais c'est pas du tout une homologie qui est structurale. Ça veut dire que ce sont pas du tout des termes qui ont la même acception dans les deux langues. Les deux grands exemples, c'est crime et crime. Je reviens pas là-dessus, mais en fait, ça veut pas dire la même chose, crime et crime. Ça a pas du tout la même position à la fois dans la langue et puis plus spécifique le sens juridique qu'on donne à ces termes. Mais c'est pareil pour infraction. Hein, crime en anglais, pour le dire vite, c'est beaucoup plus générique que crime en français au sens juridique du terme. Et pour infraction, c'est en quelque sorte l'inverse, quoi. Ça désigne pas un ensemble comme chez nous, l'ensemble des infractions, mais ça désigne un certain type d'infraction et en plus les moins graves. Bon. Et donc ça, en fait, ça crée plein de problèmes parce que ça veut dire que quand on dit environmental crime dans toute la littérature internationale ou dans les textes institutionnels, bah, c'est traduit par criminalité environnementale ou crime environnemental. Et en fait, d'un point de vue juridique français, ça pose problème parce que dans le lot, il y a des choses qui seraient en fait chez nous des délits euh, au maximum. Alors l'idée d'essayer de sortir de la vision donc que j'ai appelée prise dans le juridisme ou dans le légalisme, c'est que cette vision-là, elle figure une franche séparation entre une légalité qui serait louable, sous-entendu, et une illégalité. Bon, quels sont les intérêts qui se trouvent alors, disons, protégés, ménagés ou au contraire menacés? Quels sont les acteurs qui sont alors visés ou épargnés, etc. Et puis on peut même y ajouter une sorte de pan normatif qui est les règles établies et qui se présentent sous toutes les apparences de la rationalité, sont-elles toujours rationnellement acceptables? Dans le cas contraire, sur quel principe ou sur quel critère il faudrait fonder des règles qui soient davantage, etc. Et donc c'était d'essayer de déballer cet ensemble de questions qui, au maximum, me semblait-il, restent à l'état implicite dans un certain nombre de travaux à l'époque, voire ne sont carrément pas posés, et notamment pas posés dans le champ médiatique et dans le champ institutionnel, et je vais y revenir. Donc voilà, ce sont des questions laissées de côté quand on ne questionnait pas la catégorie de criminalité environnementale ou de délinquance écologique elle-même. Et c'était ce que sous-entendait le titre en qu'est-ce que la criminalité environnementale sous forme de question. En fait, c'est une question qui était ni, on va dire, philosophico-ontologique d'un côté, ni empirico-descriptive de l'autre. Elle n'était pas philosophico-ontologique parce qu'il s'agissait pas de dire à la fin, ben en fait la criminalité environnementale, c'est ça. Je vous en donne une définition pure et parfaite, valable en tout temps, en tout lieu, purement conceptuelle, etc. Mais c'était pas non plus, et ça c'était peut-être moins évident à faire sentir, c'était pas non plus une interrogation empirico-descriptive au sens, ben en fait voilà, je vais vous montrer la criminalité environnementale, c'est tel et tel phénomène, ça monte comme ci comme ça, voilà ce qui explique la hausse, etc. C'était plutôt justement en formulant ça sous forme de question, non pas de faire un état des lieux, même si d'une certaine manière c'est un peu fait chemin faisant, mais plutôt d'interroger justement les panoramas existants, surtout dès lors que leur production par les institutions internationales et puis leur diffusion par les médias les mieux établis leur octroyait une forte légitimité.
Autrement dit, il s'agissait de sortir de l'idée qu'il s'agit d'un domaine plus ou moins balisé, ce que laissent penser en fait les définitions officielles. Alors j'ai vu qu'elle avait changé depuis, mais récemment sur le site du ministère des Affaires étrangères français, voilà, on avait une définition qui disait la criminalité environnementale, c'est 5 catégories de crimes environnementaux. Le commerce illégal d'espèces sauvages, l'exploitation forestière illégale, la pêche illégale, le déversement et le commerce illégal de déchets et substances dangereuses et toxiques, l'exploitation et le commerce illégal de minerais. Donc à partir par exemple d'une des définitions, c'est pourquoi 5, pourquoi pas 4, pourquoi pas 6, est-ce qu'on ne peut pas scinder certaines catégories ou les fusionner, etc. Et puis vous voyez qu'à dans la liste, il y a à chaque fois illégal, 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 mais sans du tout se dire qui a rendu ça illégal, comment, pourquoi, etc. Et c'était ça qu'il s'agissait de questionner. Alors pour le dire autrement, je regrette de ne pas avoir pris une bouteille d'eau, pour le dire autrement, il s'agissait de faire une sorte de construction d'objets au sens sociologique qui procède comme ça. C'est pas comme ça que je la présente dans le livre, hein, mais voilà, après coup, je peux essayer de le montrer comme ça. C'est de dire, bon, bah, la délinquance ou la criminalité environnementale, sociologiquement parlant, c'est, dirait Pierre Bourdieu, un objet préconstruit, hein, ou c'est, disons, le problème social, c'est-à-dire c'est comme ça qu'il se présente dans l'espace public, c'est comme ça qu'il est formulé officiellement, et donc quand je dis par rapidité ou par commodité de langage, je travaille sur la criminalité environnementale, etc., ben voilà, c'est une sorte de facilité de langage, voire une sorte d'abus de langage. En fait, il faudrait déplier, il faudrait essayer de poser les choses différemment, et je dirais plutôt les choses comme ça. On fait une sorte de déplacement qui consiste à dire qu'en fait, on s'intéresse à la qualification des atteintes à l'environnement. Et donc on parle d'atteinte déjà, un terme plus générique qui ne présuppose pas forcément que ce soit répréhensible légalement. Donc on s'intéresse à la qualification, premier déplacement, et puis en complément, on va parler de qualification juridique, mais aussi de qualification sociale, justement pour sortir du juridisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va s'intéresser à, dans l'espace public plus largement, hors du champ juridique, qui qualifie, y compris dans le langage courant, donc ça peut être dans les médias, dans l'espace parlementaire, dans le champ associatif, etc., qui va considérer que ça c'est un crime environnemental ou un délit qui mérite d'être puni, etc. Et donc ça c'est bien des formes de qualification. Et puis on fait un autre déplacement, c'est qu'on fait un couple qualification-quantification. On se dit, ben, ce qui compte, c'est bien de dire que ça monte, ça descend, etc. Mais on compte ce qui est retenu. Hein. Et donc, en fait, la quantification est indissociable de la qualification, c'est-à-dire que bah, toutes les statistiques qui sont données par Interpol, par le programme des Nations Unies pour l'environnement, bah, ça repose sur une sorte de qualification préalable qui font qu'on a compté, on compte un certain nombre de choses qu'on fait rentrer dans un champ délimité, et évidemment, éventuellement, on exclut un certain nombre de choses. Et même une fois qu'on a fait ça, c'est simple, merci beaucoup. Même une fois qu'on a fait ça, on reste un peu au milieu du gué. Parce qu'une fois que j'ai dit atteinte, c'est déjà parler, ou c'est déjà partir d'un effet de qualification de dire atteinte. Il y a l'écart entre atteinte et infraction. Là, déjà, il y a un effet de seuil. Mais avant ça, il y a celui entre une altération et une atteinte. Déjà, c'est pas rien. Bon. Et puis, même encore en dessous, il y a encore entre action et une altération. Qu'est-ce qui fait qu'une action sur l'environnement devient une altération? Comme vous le savez, moi ça me fascine. Dans plusieurs textes juridiques français et européens, il est question d'altération significative d'un milieu naturel. Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire une altération significative? Qu'est-ce qu'on donne comme contenu à altération significative? Significative à partir de quel critère? De durée, de profondeur? Est-ce qu'on fait rentrer un critère d'intention ou pas? Etc. Bon. Bref, en toute rigueur, sans facilité de langage, il s'agirait de dire que il s'agirait de travailler sur la qualification et la quantification de nos actions sur l'environnement. À quelles conditions certaines seulement sont considérées comme des atteintes, voire des infractions, bref, sont criminalisées au sens large, au sens sociologique, et comptabilisées comme telles. Et à mon sens, et ça j'ai pas trop bougé là-dessus, c'est comme ça qu'on passe ou qu'on peut passer du problème social à l'objet sociologique. Et puis il y a le contexte que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans une période d'incertitude sans doute plus forte que jamais sur ce qui mérite ou non d'être considéré comme répréhensible. Qu'est-ce que c'est que le crime? Pour le dire très généralement, quand les indicateurs relatifs à la situation environnementale normale, légale,
part dans tous les sens. Et donc on renoue avec une sorte d'intuition originelle de la sociologie qui est de dire que la question de l'autorisation et de l'interdiction, c'est pas seulement une petite question à côté d'autres questions, même si on peut aussi le voir comme ça, mais c'est une sorte de porte générale, porte d'entrée générale sur toute une société en fait. On peut voir, évidemment, c'est une sorte de raccourci, et il y en aurait d'autres, on pourrait dire, pour définir une société, on regarde ce qu'une société autorise et interdit. Ça vous donne une sorte de définition très générale possible de cette société-là. Et en plus, si on rajoute les rapports au vivant, question macroscopique par excellence, on voit que c'est pas du tout une question spécialisée ou sectorielle ou spécifique, mais que ça peut donner lieu à vraiment un questionnement très 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 général de type autorisation et interdiction à l'ère de l'Anthropocène ou à l'ère de la catastrophe écologique. Alors, il y a un article dont je fais une sorte d'objet dans le livre qui m'avait mis sur la voie. C'était un article du Monde en juin 2014 qui prenait appui sur les institutions internationales. Et donc, j'essayais j'ai suivi cette piste-là, en fait. J'ai lu cet article qui m'a fait plonger là-dedans, parce que je m'étais pas du tout posé la question dessus. Je pourrais vous le montrer, l'article. Il est particulier parce que je le montre aux étudiants. C'est assez intéressant. On pourra en discuter après. Et donc, je me suis plongé un peu dans la littérature internationale, mais dans le livre, j'ai commencé par le cadrage médiatique. C'est bon, pour essayer de montrer à la fois ce que j'ai appelé, pour faire une sorte d'homophonie, rareté, récence et réticence, c'est-à-dire la rareté à l'époque des articles consacrés vraiment nommément à délinquance ou criminalité environnementale, parce que ça me paraissait important que ce soit ce terme-là. Comme il y a cybercriminalité, pourquoi cybercriminalité, ça se diffuserait dans l'espace public et pas criminalité environnementale? C'est pas un terme spécialement ésotérique, et même il pourrait être considéré comme étant assez percutant et offrir une prise journalistique quand même assez forte, donc pourquoi ça marchait pas? Récent, c'est-à-dire le caractère récent qu'on peut montrer un peu de manière statistique, et puis la réticence, c'est-à-dire j'essayais de montrer que même quand il y a des cas visiblement avéré de criminalité environnementale où tout est réuni, y compris d'un point de vue juridique, on avait un peu du mal. Mais surtout, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une sorte de dépendance aux sources officielles, c'est pour ça qu'ensuite j'ai essayé de m'y plonger, et qu'il y avait un certain nombre de biais. Alors je vous les indique comme ça de manière un peu analytique, évidemment, ils sont un peu entremêlés en pratique. Donc, il y en a un que j'ai déjà mentionné, c'est le légalisme, c'est-à-dire l'idée que la légitimité des normes en vigueur est entérinée d'emblée. Voilà, dans les rapports du PNUD et d'Interpol, on part du fait qu'il y a des choses qui sont illégales, et puis voilà, on part de là, et c'est jamais discuté, même pas de manière comme ça un peu allusive, etc. Donc, légalisme. Il y a un deuxième point, c'est que les institutions étatiques, d'une part, et les entreprises lucratives légitimes, genre les multinationales, par exemple, comme on est filmé, on donnera pas de nom, mais elles peuvent vous venir à l'esprit facilement. Certaines font de l'eau en bouteille, par exemple, sont campées quasi exclusivement en victimes de la criminalité environnementale. C'est-à-dire, on vous dit, la criminalité environnementale, c'est grave et tout, parce que ça perturbe le jeu économique, ça perturbe la vie économique. Mais notamment dans les premiers rapports, après ça a évolué un peu, mais dans les premiers rapports, il n'y a jamais l'idée que les multinationales fraudent, violent les règlements environnementaux, etc. Mais dans le premier rapport, je ne force pas le trait, ça n'est jamais abordé. Bon. Donc évidemment c'est un peu embêtant. Troisième point, mais qui est lié encore une fois au reste, c'est la surexposition des mafias, des réseaux clandestins, des milices, bref, des acteurs irréguliers ou illégitimes du jeu économique. Si vous lisez ça, et si vous n'y connaissez rien, ça vous explique que la criminalité environnementale, ça se passe dans les pays du Sud. C'est sur le continent africain, sur le continent asiatique, mais chez nous ça va. C'est une affaire de milices, de financement de terrorisme, etc. Mais là encore, pas d'acteurs légitimes. Là aussi, ça évolue un peu, mais c'est lent. Bon. Autre point, la surexposition donc des pays en développement, je vous le disais, ça fait que ça évacue largement les rapports nord-sud et des formes de problématisation alternatives. Donc quand vous lisez ces rapports, il n'y a pas d'impérialisme ou de forme de néo-impérialisme, etc., y compris révisé par rapport aux conceptions traditionnelles de l'impérialisme. Il n'y a pas de dette écologique, par exemple, qui est quand même une problématisation ou un enjeu un peu général, y compris à titre officiel, au moins depuis le sommet de Rio. Il n'y a pas d'échange écologique inégal, etc. Voilà, il n'y a pas de rapport de force nord-sud. Et au tout début même, l'idée quand même qu'il y a des classes aisées qui consomment des produits issus de ce qu'on appelle criminalité environnementale dans les pays du Sud, elles sont à peine visibles. Et inversement, la perspective et les mots-clés sont en termes de développement durable, évidemment,
mais aussi en termes de capital naturel, de services écosystémiques, etc. Pas mal de termes qui sont en plus difficiles à critiquer parce qu'ils sont très en vogue. Je veux dire, le service écosystémique chez des collègues biologistes, etc., c'est devenu vraiment un concept parfaitement banal. Donc ça, on vous en parle beaucoup. Mais par exemple, extractivisme, c'est un mot qui n'apparaît pas, quoi. Et donc forcément, ça cadre énormément les choses. Mais c'est pas si évident de s'en rendre compte parce que les documents en question sont très bien faits, objectivement intéressants, visiblement s'appuient sur beaucoup de sources, ils sont en plus visuellement attrayants, etc. Ils ont un effet de légitimité très fort parce qu'ils sont tamponnés par Interpol, l'ONU et d'autres agences de l'ONU ou programmes de l'ONU. Et donc, c'est pas si évident d'essayer de les mettre à distance. Et puis, ça pointe vers une espèce d'enjeu général qui est que, et là c'est peut-être un peu plus étonnant, en fait dans ces rapports, qui datent donc de la deuxième moitié des années 2010, il y a presque rien sur les inégalités et à peine sur la pauvreté. Et ça peut être étonnant, parce qu'on peut tout à fait parler des inégalités ou de la pauvreté dans un cadre de type capitalisme vert, etc. Et le capitalisme, justement, est à la fois absent et omniprésent. Il est absent parce que le mot n'apparaît jamais. Voilà. Et en même temps, il est omniprésent parce que c'est le cadre un peu infranchissable, mais implicitement ou tacitement de la vie économique. Alors, je vous ai dit que ça avait un peu bougé. J'essayais de montrer, j'essayais de pas trop forcer le trait, de montrer que la situation était pas figée, que les rapports de force n'étaient pas entièrement verrouillés, au fur et à mesure, quand on suit les rapports, on voit des changements qui sont pas des changements négligeables, et notamment avec un peu l'incorporation de certains des travaux de la dite Green Criminology, où, pour le coup, les entreprises légitimes font leur apparition, etc. Mais disons que c'est un repositionnement, encore une fois non négligeable, c'est pas pour dire que rien ne bouge, mais qui est pas un revirement et qui reste quand même globalement dans un cadre donc légaliste, gestionnaire, disons très environnementalisme d'entreprise ou de marché. Ça, les mécanismes de marché sont très peu discutés et minorant une lecture en termes par exemple de justice environnementale. Et donc ce livre, quand je le fais parce qu'il me semble que cette représentation donc qui structure, disons, le discours institutionnel international, s'impose à la fois dans les médias, mais aussi dans des contributions institutionnelles para-universitaires ou d'apparence universitaire, ou dans des prises de position publiques. À l'époque, il y avait eu un appel qui s'appelait l'appel de Nîmes en 2015 à l'occasion d'un colloque sur la sécurité co-organisé par Interpol, et influant y compris la manière dont les ONG présentait le phénomène en reprenant en fait, et c'est assez frappant, on pourrait le montrer de manière plus systématique, en reprenant des chiffres ou des données qui circulent comme ça à tel point qu'on sait même plus d'où ils viennent. C'est assez frappant sur le sable, par exemple, on pourra en reparler. Et donc ça renvoie tout le temps un peu au même constat et aux mêmes recettes, quoi. C'est-à-dire, il faudrait améliorer la coordination des services est trop faible, il faudrait améliorer la coordination, il faudrait renforcer la formation des acteurs, il faudrait rendre plus cohérent des règles qui sont trop éparses, trop éclatées, de sorte qu'elles sont à la fois méconnues, ineffectives, etc. Bon. Mais ça a du mal à sortir de l'idée, par exemple, que les acteurs qui se livrent à des crimes et délits contre l'environnement auraient une relation strictement adverse et parasitaire par rapport à l'économie formelle, alors qu'en fait, tout le nœud du problème, et qui est difficile à démêler, notamment d'un point de vue empirique, c'est l'intrication. Bon. Et en même temps, c'est connu, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que vous savez intuitivement, je le savais aussi intuitivement, confusément, que la filière du bois, par exemple, bon, depuis Ikea a été condamné, j'ai cité une entreprise, voilà, on sait bien que la traçabilité est sujette à caution, pour ne pas dire plus, qu'il y a des fraudes à l'étiquetage, etc. Donc on sait bien que même des filières économiques apparemment majeures, évidentes, etc., en fait, sont criblées de phénomènes comme ça, où il y a une sorte d'interpénétration de l'économie légale et illégale. Mais bon, des fois, on le sait confusément, mais on n'en tient pas compte. Bon, j'avais un point sur la conclusion, mais je vais passer un peu plus vite pour arriver à des points de discussion, pour vous donner un peu la ligne finale, en éventant un peu le suspense si vous ne l'avez pas lu. Il y avait un peu l'idée de critiquer ce que j'avais appelé l'alibi légaliste, c'est-à-dire de dire que en se focalisant outre mesure et en dramatisant outre mesure la criminalité environnementale comme un phénomène extrêmement grave,
etc., bah, on pouvait passer sous silence des formes de destruction de l'environnement parfaitement légales, mais tout aussi destructrices, voire bien davantage. Et j'essayais de replacer ça sous une double influence, qui était d'un côté le Pierre Bourdieu du pouvoir symbolique, c'est-à-dire en fait c'est une manifestation énorme du pouvoir symbolique de dire qu'est-ce qui est un péché véniel, un délit répréhensible et puis un crime impardonnable. En fait, bon, il y a du pouvoir symbolique là-dedans. Et puis le concept de Foucaldien de gestion différentielle des illégalismes, qui, bon, depuis a fait l'objet de développements intéressants. Bon, et alors ça fait partie des problèmes. L'idée, au final, de dire qu'il faudrait en fait inscrire cette question-là dans les discussions plus générales sur, par exemple, la planification écologique, et qu'en fait, il faut penser l'interdiction, la coercition, la contrainte, ce qu'on n'est pas du tout poussé à faire, qui est une sorte un peu de double impensé de la question pénale dans, disons, la formulation d'une perspective éco-socialiste, à la fois théoriquement et puis empiriquement, parce qu'évidemment, les formes historiques réellement existantes de la justice socialiste donnent pas franchement envie. Bon, et donc forcément, ça crée une sorte de point noir. Et en plus, on a ce problème de l'écologie punitive. D'ailleurs, depuis le livre, je suis tombé sur un texte de Catherine Larère assez amusant dans son genre, où elle essaye de dire, bah oui, il faudrait faire une écologie punitive. Je le dis un peu vite, hein, mais elle essaye de retourner d'une certaine manière le stigmate de cette expression qui est utilisée dans les milieux conservateurs, voire réactionnaires, pour surtout démanteler toutes les règles environnementales, en disant, bah oui, mais on peut pas s'en débarrasser, en fait, d'un point de vue, disons, progressiste pour aller très vite, on peut pas se débarrasser en disant que c'est un terme qui vaut rien. D'une certaine manière, il faut aussi penser la contrainte, etc., et c'est difficile. Bon. Alors, j'en arrive à des points de discussion qui sont évidemment pas du tout exclusifs de ceux que peut soulever Élise. Bon, évidemment, depuis ce livre qui sort en début 2022, il y aurait des choses à actualité d'un point de vue factuel. La directive de l'Union européenne de 2008 dont je parlais tout à l'heure a été révisée en 2024. Le problème est, pour ainsi dire, monté en grade dans les institutions européennes. Hein, depuis ces dernières années, il y a par exemple un plan d'action entre la France et justement l'agence de l'ONU sur la drogue et le crime sur 2022-2026 sur cette question-là. En France, il y a une unité de la gendarmerie qui s'appelle Commandement pour l'environnement et la santé, le Cézanne, qui a été créé en 2023 en lien avec le CLAESP, qui existe depuis le début des années 2000. J'ai même appris en préparant cette communication qu'en avril dernier, la France avait accueilli une conférence internationale sur ou contre la criminalité environnementale. Bon, j'ai eu du mal à accéder au programme, donc je sais pas trop ce qui s'y est dit. Mais voilà, bon, il y a quelque chose qui monte. Mais il y a aussi un certain nombre de problèmes et de défauts. Et j'ai eu la chance d'être lu par des juristes, et c'est pas fini, et non des moindres, puisqu'il y a à la fois Sarah Van Uxem et Marie-Angèle Hermite qui avaient proposé des recensions, et bah, qui m'ont permis de réfléchir à un certain nombre de problèmes, et qui sont aussi des points de discussion qu'on peut avoir entre nous. Alors, il y a un premier point, évidemment, qui est des défauts factuels à cause du manque de caractère systématique de l'approche du livre, et puis des manques du point de vue juridique. Et puis des lacunes bibliographiques qui sont liées à tout ça, ce qui fait que le petit exercice généalogique que je tente dans le livre concernant la manière dont le problème a été posé en France dans un certain nombre de travaux, dont ceux de Pierre Lascoun qui était mon directeur de thèse, il y a en fait des trous. Alors pour vous donner un exemple précis, c'est après coup j'ai découvert le livre de Martine Raymond Gouillou intitulé Du droit de détruire, paru en 89 au PUF, donc pas dans une maison d'édition complètement confidentielle. Moi, j'étais passé complètement à côté de ça. Et c'est intéressant parce que on voit le livre et puis il y a une recension dans la RJE, dans la revue juridique de l'environnement, qui indique à la fin de la recension, je vous la cite, un reproche peut être, cependant, la focalisation de l'ouvrage sur les actes illicites peut nous faire perdre de vue les effets cumulatifs et à long terme destructeurs des actes licites sur les éléments du milieu naturel. Et la recension ajoute, face aux atteintes à l'environnement résultant d'activités entreprises autorisées, subventionnées ou simplement tolérées par les pouvoirs publics, le droit de l'environnement continue à rester en grande partie désarmé. On est en 89, vous voyez, donc il y avait des petits jalons qui avaient été plantés. On m'a fait remarquer à juste titre que dans le livre, je fais pas mention du seul crime qui est techniquement reconnu comme tel d'un point de vue environnemental dans le code pénal, qui est l'incendie criminel. L'incendie de nature à créer un dommage irréversible à l'environnement.
Il y a aussi une réflexion clairement insuffisante dans le livre sur la catégorie de préjudice écologique en droit civil et de manière générale des insuffisances sur la réflexion sur les rapports droit pénal. Parce que je crois que je la mentionne, mais vraiment c'est très rapide. Et disons que ça passe très vite. Alors c'est aussi un livre qui est destiné à un public un peu élargi, mais voilà, qui d'un point de vue juridique est clairement superficiel. Il y a un deuxième point qui est de nature bien différente et qui juridico-politique, qui est que en tenant un peu l'argument de mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, parce que c'est ça le point du livre, c'est comment on fait pour définir ce qui est répréhensible du point de vue environnemental dans une société dont le mode socio-économique même est basé sur l'exploitation, voire la destruction de l'environnement. Eh bien, c'est l'idée que toute amélioration juridique ne serait au fond qu'un subterfuge ou une entourloupe bien faite pour légitimer l'ordre établi. Bon. Et alors ça, c'est un risque que je n'ignore pas parce que c'est exactement le même risque qu'il y a dans le domaine carcéral. Benoît l'a dit, j'ai travaillé sur ces questions-là. Et c'est exactement un schéma qu'on risque de faire aussi, c'est-à-dire dès qu'il y a une réforme, on peut dire ah oui mais c'est une petite réformette, mais en fait ça maintient la légitimité de la prison, etc. Bon, alors bon ça c'est vraiment pas ma position et je suis pour vous le dire clairement de la position du toute amélioration est bonne à prendre. Sans se dire que derrière il y aura des Russes de l'histoire qui ont des effets de légitimation, même si ça peut objectivement être le cas. En fait, il me semble qu'il faut faire avec le droit comme il faut faire avec la quantification, c'est-à-dire être à la fois dedans et dehors, s'en servir mais en essayant de pas trop s'y laisser prendre, contester certains prix ou certains découpages dans les chiffres ou dans le droit, mais tout en utilisant tous les leviers, toutes les prises, toutes les brèches qu'offre le droit réellement existant ou la quantification. Bon. Alors il y a un bon exemple de ce point de vue, je vais donner deux exemples, un qui est dans le livre je crois et l'autre non. Il y a un bon exemple de ce point de vue qui est le délit d'obsolescence programmée, qui est une affaire tout à fait fascinante. Le délit d'obsolescence programmée, comme vous le savez, est puni par le Code de consommation depuis 2015. On connaît mal d'ailleurs, enfin moi en tout cas je connais mal la genèse de cette affaire-là. Je pense qu'il y aura un super mémoire à faire. Parce que en fait la France est le premier pays au monde à faire ça. Donc comment on a réussi à faire ça? Il y a un rôle associatif certain derrière. Bon. Donc depuis 2015, et puis en fait il y a aucune ou quasiment aucune condamnation en raison de limites connues, c'est-à-dire que la charge de la preuve repose sur les consommateurs, et qui en plus devait, dans la première mouture du texte en 2015, qui a été modifié en 2021, prouver l'intention maligne des entreprises qui vous vendent des lave-vaisselle ou autres appareils qui sont terminés quasiment à casser au bout de 10 ans le jour pile. Bon. Or, il me semble qu'il y a un fil vraiment qu'on peut tirer à partir de cette affaire-là, parce que c'est tout le couple productivisme-consumérisme qui vient avec cette affaire d'obsolescence programmée. Et là, il y a un vrai levier. Donc évidemment, d'un côté, on peut dire, mais il n'y a eu aucune condamnation, donc d'une certaine manière, c'est une sorte de délit qui n'en est pas un, puisqu'il n'est pas puni. Bon, mais en même temps, je serais plutôt l'idée que il existe, il est inscrit, voilà, ça donne un levier possible. C'est lié à une idée aussi relayée par Razmik Kecheyan et formulée dans un certain nombre d'associations que vous connaissez certainement, d'une garantie obligatoire de 10 ans sur les objets de consommation. Vous voyez, d'un côté, ça fait très terre à terre, très prosaïque. On se dit voilà, on va renverser le capitalisme avec ça, vraiment étendre la garantie obligatoire sur les objets, mais en même temps, il y a un aspect subversif dans cette idée. C'est-à-dire si vraiment il y avait une vraie réglementation avec des moyens de coercition, où il y aurait vraiment 10 ans de durée de vie obligatoire et d'assurance derrière, ça pourrait changer des choses. Bon. Une autre catégorie, alors là je crois que le livre passe complètement à côté, alors qu'en fait elle est intéressante, elle a aussi une sorte de caractère potentiellement subversif intéressante, elle bouscule, disons, elle peut bousculer au moins potentiellement l'ordre juridique, c'est la notion de biopiraterie. C'est une notion intéressante parce qu'elle bouscule les représentations spontanées. C'est une notion qui est faite pour viser les pays du Nord, les entreprises des pays du Nord, qui en plus se livrent à une sorte de vol dans une frontière ou dans une zone grise entre légal et illégal, qui est à la fois matérielle et symbolique. Et je trouve qu'elle est intéressante, cette catégorie, parce que alors que la piraterie, le seul renvoie justement à la marginalité, etc. En fait, la biopiraterie est utilisée d'une autre manière. Donc voilà, il y a quand même des catégories en circulation qui ont un certain... Oui, alors en général, c'est une notion, on peut en discuter après, qui vise le fait d'utiliser
avec une autorisation ou sans autorisation ou de manière implicite, par exemple des semences ou des savoir-faire de pays du Sud. Vous voyez, je sais pas, l'aloe vera ou des choses comme ça, des plantes qui pourraient avoir des vertus un peu médicinales, et de les breveter, par exemple. Évidemment, à la fois en dépossédant les sociétés d'origine de leur savoir-faire, évidemment en reversant aucun profit, et donc d'absorber à la fois, de faire une sorte de pillage qui est à la fois un pillage proprement matériel et puis un pillage symbolique en fait. Hein. Et donc voilà, de piller l'aloe vera pour faire des shampoings, ce genre de choses. Bon. Donc voilà, il y a des choses à faire là-dessus. Il y a une critique de ce que j'avais appelé légalisme, juridisme. Bon, je serais assez enclin à maintenir ma position. En fait, quand je parle de juridisme et de légalisme, je parle pas des juristes qui écrivent dans des revues savantes, mais je parlais vraiment du discours institutionnel relayé dans le champ médiatique, où là, il y a une sorte de... Bon, et le champ médiatique pourrait s'autoriser un discours alternatif, même comme ça, en fin d'article, en disant, oui, le droit ne punit pas ça, mais ça pourrait être puni. Vous voyez, un article pourrait se terminer comme ça, mais en fait, ça se termine jamais comme ça. Bon, après, la critique massive, évidemment, c'est la double insuffisance autour du capitalisme, qui était un peu la fin du livre, avec un jeu de mots sur loi du capital, sur lequel on peut revenir. C'est à la fois l'idée que le capitalisme est une cible trop vaste, trop imprécise, trop difficile à manier, et puis le flou sur les perspectives de sortie. On peut en discuter parce qu'en fait, capitalisme, ça renvoie à une définition un peu précise. On pourra en discuter. Mais Marie-Angèle Hermite, notamment dans sa recension, elle suggérait des prises possibles qu'il faudrait creuser, c'est-à-dire comment on attrape ça. Qu'est-ce qu'on se donne comme prise un peu concrète pour éviter justement le macro-acteur de type le capitalisme ou l'État, etc. Et donc elle disait, est-ce qu'on s'attaque à l'idée de personnalité ou est-ce qu'on attrape ça par l'idée d'une personnalité morale donnée aux entreprises? Est-ce qu'on s'attaque au pouvoir des actionnaires? Je reprends vraiment la manière dont elle le formule. Hein. Est-ce qu'on passe par les règles comptables et fiscales? Il y a des gens qui essayent de faire ça pour la transition écologique de la même manière. Au lieu de faire une sorte de plan un peu grandiloquent, ils essayent de subvertir les règles de la comptabilité publique en insérant de l'écologie là-dedans, en passer par quelque chose qui est très très rebutant et apparemment très technique, en se disant mais en fait il y a un levier parce que si jamais on crée un nouvel indicateur, il y a toute une perspective derrière qui se dessine et qui pourrait avoir des effets de déplacement assez importants. La liberté de circulation, etc. Alors par exemple, dans mes lectures ultérieures au livre qui vont dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui s'appelle David White qui a écrit un livre qui s'appelle Ecocide. Et sans pudeur, en fait, c'est paru chez les presses universitaires de Manchester, je crois, mais le sous-titre, c'est Kill the corporation before it kills us. Vous voyez, donc le sous-titre est assez clair. Et lui, il vise spécifiquement la forme de la grande entreprise. Donc, il a un discours critique de l'organisation capitaliste en général, mais il resserre un peu et il dit, voilà, ce qu'il faut viser, c'est le modèle américain de la corporation, avec tout ce que ça veut dire en termes de liberté d'action, de capacité à transférer la responsabilité. Vous savez, c'est tout le problème de la liability sur des acteurs secondaires qui, eux, se font punir, mais jamais la maison mère, etc. Et donc, voilà, il se donne une cible qui est quand même assez grande, vous voyez, le modèle de la corporation, la grande entreprise, mais en même temps qui a à la fois une consistance juridique et puis un caractère quand même bien circonscrit qui fait qu'on peut s'en saisir plus facilement. Et puis ensuite, on m'a dit, ben oui, mais tu dis que la délimitation, la définition, la hiérarchisation des crimes et délits contre l'environnement est sujette à débat, etc. Mais tu nous dis pas comment il faudrait redélimiter, redéfinir, rehiérarchiser. Mais c'est pas mon rôle. C'est-à-dire ça, il faudrait dire que c'est l'objet du débat démocratique et en fait, il faudrait en discuter comme on discute de tout un tas d'autres sujets. S'il vous reste encore un peu de jus, il est 20. Est-ce que je peux m'accorder encore quelques minutes pour vous donner des prolongements empiriques? Oui. Je vous donne les 3 terrains. Je vous avais dit que je faisais les choses à l'envers. Et donc, c'est pas un point terminal. J'ai quand même des petits terrains de recherche plus concrets où j'essaye de mettre un peu ces questions-là au travail. Et je vous précise tout de suite, y compris pour votre programme de l'année prochaine, que j'ai pas encore tout digéré, mais il y a 2 apports qui me font réfléchir en ce moment. Il y a ceux de Magali Dreyfus, juriste de Lille, sur la question du droit écologique, qui a fait son habilitation à diriger des recherches là-dessus, et celle de l'historien Jean Bérard sur la genèse et la structure du droit de l'environnement français. Qui a un travail vraiment remarquable. Et voilà, c'est bon, j'ai pas encore complètement absorbé tout ça, mais ça m'aide un peu à réfléchir. Alors, j'ai 3 terrains où j'essaye de manière un peu plus empirique, disons, de faire travailler ces questions-là, y compris en sortant du droit pénal d'ailleurs.
La première, c'est la reprise du sujet du sable qui fait l'objet d'un chapitre dans le livre. J'essaye de reprendre ça de manière un peu plus systématique. Pourquoi le sable, c'est intéressant? Alors maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, quand j'ai attrapé la chose, c'était quand même pas, ça émergeait tout juste. Donc, bon, c'est un bon exemple, même s'il y en a d'autres, comme la filière du bois dont je parlais tout à l'heure, pour montrer, disons concrètement, l'entrelacement entre l'égalité et illégalité dans une filière de production dans un contexte ou dans un secteur fortement dérégulé. C'est un des cas intéressants et je passe trop vite là dans le chapitre. C'est-à-dire que dans le sable, il y a des résolutions internationales en 2019 donc, et en 2022 après le livre, mais elles sont génériques. Il y en a une qui est sur la gouvernance des ressources minérales et puis il y en a une sur les aspects environnementaux de la gestion des minéraux et des métaux, mais il n'y a pas d'accord international de référence spécifique y compris sous une forme non contraignante. Il n'y a pas l'équivalent pour le sable du protocole de Montréal, d'accord, ou de la convention CITES pour les espèces sauvages. Et donc ça en fait un cas assez intéressant. Il n'y a pas de cours mondial du sable non plus, vous voyez, alors qu'il y en a pour le charbon, le coton, le sucre, bon. Et au niveau infrajuridique, en plus, il n'y a pas non plus de système de certification via des normes transnationales de développement durable comme il y en a pour la forêt, la pêche, etc. Et en même temps, le sable est maintenant reconnu officiellement par les institutions internationales comme un problème de gestion, etc. Donc voilà. Donc je voudrais reprendre un peu ça de manière plus systématique. Alors le travail, en fait, il porte sur très sciences politiques, sur la façon dont le problème du sable est thématisé à l'échelle des institutions internationales, donc c'est vraiment construction des problèmes publics à l'échelle internationale, très classique. Et donc l'aspect, disons, juridique n'est qu'un aspect de cet ensemble. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses encore intéressantes à faire. En fait, il y a pas mal maintenant de travaux qui sortent dans le milieu anglophone. Mais bon, encore des choses à faire, notamment pour essayer de faire, d'essayer de montrer de manière un peu systématique comment il y a des formes de circulation circulaire, disait Bourdieu dans une tautologie volontaire, où on reprend des données, des manières de dire, etc., qui circulent. Il y a une deuxième affaire, qui a un aspect ludique pas négligeable, qui porte sur la plage. Alors là, pour le coup, empirique, un peu au sens un peu sérieux du terme, c'est-à-dire archives, etc. Je me livre avec Isabelle Bruno à une socio-histoire de la plage de Pamplonne, une plage célèbre qui se situe en bordure de la presqu'île de Saint-Tropez. Et là, on touche à pas mal de choses juridiques, parce qu'on sort du droit pénal pour toucher à d'autres branches du droit, et notamment le droit administratif, parce qu'en fait, le Conseil d'État est intervenu plusieurs fois sur cette question. On doit aussi aller chercher dans plusieurs codes, parce que toutes ces questions-là sont traitées dans le code de l'environnement, mais aussi dans le code de l'urbanisme, loi littorale, etc. Mais en même temps, la problématique générale reste un peu la même, c'est-à-dire qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui fait qu'on a mis tant de temps à punir et encore de manière marginale les atteintes à la posidonie alors que c'est une espèce protégée depuis des décennies, alors que le camping, on a réussi à réguler le camping dit sauvage ou libre en quelques années, dans les années 70-80. Qu'est-ce qui fait l'objet d'une procédure de contentieux déclarée comme telle et d'un règlement à l'amiable sur place, etc. Bon, et on continue à faire ça, et ça devra intéresser Benoît. On s'intéresse aussi à des choses qui sont pas directement en lien avec l'environnement, mais aux concessions en fait. Hein. Un de nos traceurs, c'est les concessions de plage sur l'ensemble du XXe siècle. Et là aussi, les concessions, ça donne lieu à des contentieux en pagaille, surtout là. Et là aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui donne lieu à contentieux, pas à contentieux, qu'est-ce qui en sort, etc. Donc là, il y a des enjeux juridiques qui font partie d'un ensemble plus large, parce que là, l'idée, c'est vraiment de faire à la fois une sorte d'histoire sociale et une histoire environnementale de cette plage, avec vraiment l'influence de l'histoire environnementale, où on va essayer de parler vraiment de la plage comme un espace social désirable, mais aussi comme un espace environnemental ou un espace naturel vulnérable. Mais voilà, il y a des enjeux juridiques là-dessus, donc pour l'instant, notamment autour des concessions. Et puis dernier point, et je m'arrêterai là, et puis je veux pas trop évancer le suspense, je travaille aussi sur un cas de marée noire en Californie. Alors je dis, je veux pas éventer le suspense parce que comme l'affaire est
assez rocambolesque. J'essaye d'en faire une sorte, dans l'écriture, d'en faire une sorte de thriller sociologico, euh, juridico, etc. Mais en jouant un peu sur les codes du polar américain, quoi, et notamment californien. C'est une affaire qui concerne une marée noire qui a eu lieu en 2007 dans la baie de San Francisco autour d'un porte-conteneur qui s'appelle le Cosco Busan. Et là, pour le coup, je fais là aussi très classiquement une étude du traitement judiciaire de cette affaire, donc affaire à la fois au sens juridique et affaire au sens sociologique, c'est-à-dire que on parle d'affaires notamment au sens de Luc Boltanski, à un moment où il y a des accusations croisées qui font qu'on ne sait plus bien qui est l'accusateur, qui sont les victimes, qui sont les plaignants, parce qu'en fait, tout le monde s'accuse et il y a une sorte d'incertitude générale qui pèse sur l'ensemble des positions, puisque en fait, dès le début de cette affaire, la garde côtière fédérale américaine, qui est celle qui règle le problème et qui voilà, est censée être l'instance de régulation première sur le terrain, et elle-même tout de suite sur la sellette, pour un certain nombre de problèmes de report d'informations, et donc, y compris les institutions officielles deviennent elles-mêmes objet de critiques, et ça donne lieu à des auditions parlementaires, etc. Et là, je sans trop éventer, j'étudie donc à travers ce cas une transaction dans tous les sens du terme, une transaction au sens juridique et au sens économique, parce que dans un cas qui est très classique, mais là j'essaye de le montrer sur un cas très très précis en rentrant dans le détail, avec y compris un peu une influence, vous voyez, film de procès à l'américaine, bon, il y a un accord en fait qui est passé pour que la grosse amende de droit civil qui est donnée, qui est la plus importante à ce moment-là, se paye d'un abandon, je le dis un peu vite, mais grosso modo c'est ça, d'un abandon des poursuites pénales. Et donc les poursuites pénales sont lancées à l'échelle fédérale, et pas des petites poursuites pénales, hein, des poursuites pénales sérieuses, multiples, mais en fait elles servent de levier de négociation, et en fait elles sont retirées à la fin pour faire un accord de restauration écologique qui se chiffre en millions de dollars, et avec un élément intéressant qui est que le pilote, lui, va être condamné au pénal, et ça va être le premier pilote qui va faire de la peine de prison. Par exemple, le pilote de Exxon Valdez, il n'a pas fait de prison, il n'a pris qu'une amende, etc. Et en même temps, il y a des entreprises, les poursuites fédérales, en fait, portent sur des entreprises qui se livrent à des falsifications de documents, faux et usage de faux, obstruction à la justice, etc., qui sont poursuivis à l'échelle fédérale. C'est à la fois l'entreprise propriétaire et l'entreprise gestionnaire du porte-conteneur, et c'est là qu'il y a un accord civilo-pénal qui fait que on fait une amende civile qui n'est pas ridicule, mais en échange de l'abandon des poursuites pénales. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie un peu. Je m'amuse un peu à faire ça, mais en même temps, j'essaye de replacer ça. Enfin, l'idée, c'est de dépasser le cadre purement monographique pour essayer de l'inscrire dans un certain nombre de travaux, évidemment, sur la place des énergies fossiles aujourd'hui et aussi sur le rôle de la marine marchande dans le commerce international, parce que les porte-conteneurs, maintenant,